Côte d'Ivoire à présent, Fraternité Matin écrit Reconstruction, réconciliation nationale. Ahmed Bakayoko, un artisan de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko revient également avec le Patriote. Ça bouge partout pour Ambak, le défunt Premier ministre. Abobo, quant à lui, va magnifier son maire aujourd'hui. Et justement, dommage, on parle également avec le Jour Plus. Pluie de larmes à Abobo hier, tout sur les témoignages et l'hommage au maire. L'intelligent d'Abidjan revient sur le même titre, hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko demain à Ebimpe. Alpha Blondy, Magic System, Beno, Billy Didier, Zouglou Makers, Espoir 2000, Maître Gims, Olomide, Dadju, VG Dream, Fali Poupa, Sidiki Diabaté, etc. Sans compter les partis politiques et des ONG annoncés à ces hommages. Le nouveau réveil se focalise sur les législatives de 2021. Contestation et recours des candidats. Le journal propose toutes les requêtes pendant devant le Conseil constitutionnel. Le verdict attendu dans les prochains jours. Et pour le quotidien d'Abidjan, il est question du procès à la haie. Le journal révèle les 3 grosses défaites de Bensouda. La disparition d'Ahmed Bakayoko a plongé la Côte d'Ivoire dans la tristesse. Au-delà de la Côte d'Ivoire, les autres pays du continent africain qui ont exprimé leur solidarité au pays des éléphants. Nous allons donc dans un premier temps évoquer la disparition inattendue du Premier ministre Ahmed Bakayoko et ses conséquences. Nous allons en compagnie d'abord de Dr Brou Anissé, qui est un jeune cadre du RHDP, revenir sur certains aspects. Docteur Brou, bonsoir. Bonsoir, chers frères. Merci pour l'invitation. Avec vous, également Saïd Penda, qui est journaliste d'investigation, spécialiste du Mali et de la Côte d'Ivoire. Nous allons justement évoquer les différentes situations qui pourraient survenir après ce deuil, on le rappelle, qui est intervenu à un moment où l'on s'y attendait très peu. Et pour la suite, bien sûr, nous aurons du côté du Mali exactement Maître Abdourahmane Touré. Maître, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Maître Abdourahmane Touré, qui aura en face de lui Tiambel Gimbaïra, directeur de publication de La Voix du Mali, qui se trouve lui en France. Et pour la seconde partie de cette émission, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité au Mali avec les derniers développements concernant la décision judiciaire qui touche le général Amadou Aya Sanogo, tombeur d'ATT en 2012, et également des perspectives notamment du réchauffement des relations avec l'Algérie. Sans attendre davantage, allons maintenant pour la Côte d'Ivoire en venir aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui sont en préparation. C'est un sujet de Robert Adandé. Les obsèques du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko ont débuté ce lundi à Abidjan, la capitale ivoirienne, avec la présentation des condoléances à la famille de l'illustre disparu, et les cérémonies se poursuivront jusqu'à mardi à son domicile à la Riviera, un quartier huppé dans l'est d'Abidjan, de 18h à 21h30. Selon le programme des obsèques, une cérémonie d'hommage est prévue pour ce mercredi dans la matinée au palais présidentiel d'Abidjan. Dans la soirée du même jour, une autre cérémonie d'hommage du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix dont il était l'un des vice-présidents et des partis politiques sera organisée de 16 à 18 heures locales au stade d'Ebimpe au nord d'Abidjan. Par ailleurs, ce même mercredi, une veillée artistique clôturera la soirée au stade d'Ebimpe. La dépouille sera transférée jeudi prochain à Séguéla dans le nord-ouest ivoirien dont il est originaire. Il y sera inhumé vendredi prochain avec la grande prière musulmane dans la stricte intimité familiale. Quant à la cérémonie de 7e jour de feu Ahmed Bakayoko, elle est prévue dimanche prochain à la mosquée Falikou Diaby à Bobo, une commune populaire au nord d'Abidjan dont il était d'ailleurs le maire. Ahmed Bakayoko, affectueusement appelé Ambak ou encore le Golden Boy par ses admirateurs, est décédé, il faut le rappeler, mercredi dernier en Allemagne des suites d'un cancer dans sa 56e année.
fidèle parmi les fidèles du président ivoirien Alassane Ouattara, il était pressenti pour succéder à celui-ci à la tête du pays. Dans la foulée de ces manifestations, la direction régionale d'Abidjan 4 sera le cadre de cérémonies d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko et les cours vaqueront les mardis 16 et mercredi 17 mars 2021. L'hommage des politiques et de la société civile fera place ce mercredi à un concert de 19h à 7h et verra la prestation de plusieurs artistes, aussi bien nationaux qu'internationaux. Il s'agit notamment de Koffi Olomide, Maître Gims, Dadju, VJ Dreams, Sidiki Diabaté, Fally Ipupa, Alpha Blondy, Magic System, Didier Billet, Espoir 2000, Les Patrons, Serge Benoît, pour ne citer que cela. Docteur Brou Anissé, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko était également quelqu'un de très apprécié du milieu du showbiz et très proche du milieu artistique. Effectivement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme on l'appelait l'ami des jeunes, l'ami des artistes, était très proche des artistes, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais des artistes au niveau de l'Afrique et même en dehors. On se rappelle que ces derniers mois, il a reçu ici certains artistes dont Fally Ipupa, Maître Gims, et à chaque fois où ces artistes se rendaient en Côte d'Ivoire, ils avaient une visite à faire au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quand nous écoutons les artistes africains dans leurs différentes chansons, le nom d'Ahmed Bakayoko revenait à plusieurs reprises. Cela dénote des liens et du rapport particulier que le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait avec ces artistes. C'est une véritable perte pour le monde de la culture de voir le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'en aller ainsi très jeune à 56 ans. Une véritable perte, vous le soulignez, et cela a été répété. Et Saïd Penda, Ahmed Bakayoko avait une forte personnalité et il était pressenti ou bien il était perçu par de nombreux observateurs comme un potentiel successeur à Alassane Dramane Ouattara. Oui, absolument. Il faut dire que de tous les candidats putatifs à la succession d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko apparaissait comme le mieux placé. Il y a comme ça au sein du RHDP, le Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix d'Alassane Ouattara, une sorte d'ordre de succession non écrit. Et dans cet ordre de succession, après la disparition dans des conditions très brusques aussi, là également d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko apparaissait comme le suivant dans cet ordre de succession. Même s'il faut quand même dire par ailleurs que d'autres cadres au sein de ce grand parti politique avaient des ambitions. Mais Ahmed Bakayoko apparaissait comme le successeur naturel à Alassane Ouattara pour l'échéance de 2025. Donc c'est une perte qui vient en quelque sorte rabattre les cartes au sein du parti présidentiel ivoirien. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un choc des ambitions ? Et il n'y a pas eu de choc des ambitions parce que c'est quand même un parti politique qui est habitué comme ça, où il y a une présence tutélaire très forte, la présence d'Alassane Ouattara qui est le fondateur de ce parti politique. Donc tant que Alassane Ouattara est en vie, et les cadres de ce parti se réfèrent un peu en quelque sorte. Alors on vous entend moins bien, mais on va revenir à vous dans un instant. Docteur Brou Anissé, au niveau du RHDP... Oui, Saïd Penda. Pour ne pas dire c'est pas bien. Oui, alors on vous a perdu parce qu'il y a eu un problème de son il y a quelques secondes. On espère que ça va se régler. Docteur Brou Anissé, la jeunesse du RHDP, voyait, avait en Ahmed Bakayoko un mentor, une sorte de modèle, de référent. Oui.
Oui, en tant que membre du conseil politique du RHDP, c'est vrai que nous ne siégeons pas dans les instances de la jeunesse du parti, mais il était comme le parrain de toutes les structures de jeunesse au niveau du RHDP. Tous les mouvements de jeunesse, que ce soit la JUNSI, que ce soit l'UJRHDP, que ce soit Action 2020, Force 2015, tous ces mouvements de jeunesse avaient pour référent le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et il représente une véritable perte pour cette jeunesse. Parce que, comme le disait tout à l'heure le journaliste Saïd Penda, il était pressenti comme probable successeur du président Alassane Ouattara. Nous avons commencé à fonder assez d'espoir au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et sa perte, je l'avoue, depuis ce mercredi 10 mars, constitue un véritable choc pour toute la jeunesse du RHDP, au-delà, toute la jeunesse ivoirienne. Et du côté du Mali, Ahmed Bakayoko avait aussi des amis. Il avait des amis en Afrique et au-delà. Maître Abdourahmane Touré, comment, vu de Bamako, cette triste nouvelle a été perçue? Vu de Bamako, c'est une très grande perte à l'image de toutes les capitales africaines. Vous savez, Ahmed Bakayoko, il représente quelque chose de rare, de suffisamment rare en Afrique pour qu'on puisse le souligner. C'était un homme du peuple. Il n'était pas du tout distant, contrairement à beaucoup de responsables qu'on qualifie entre guillemets d'intello. Il avait un langage facilement accessible, il avait une approche transgénérationnelle, il se retrouvait dans tous les milieux, par tous les moments, en tous les temps, capable d'esquisser tant un pas de domolo que de couper décalé dans un maquis ou comme dans un palais. Comment il s'appelle, Ambak était vraiment un homme d'une chaleur exceptionnelle et qui inspirait confiance parce que la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays post-conflit qui est en train de ressortir et essaie de trouver le chemin de la réconciliation nationale. Donc, Ahmed Bakayoko fait partie des rares personnes qui font l'unanimité et dans son camp politique et dans les camps adverses. Parce que souvent, la difficulté, c'est de trouver des personnes qui ont cette capacité transversale et qui inspirent confiance. Ahmed Bakayoko avait su trouver cet équilibre, même si on n'est pas de son bord politique, on lui faisait confiance de par son approche qui est humaine, de par sa simplicité, de par le caractère aussi accessible de son langage et sa capacité à comprendre surtout les attentes et à parler aux jeunes, tantôt sur le plan de la raison, tantôt sur le plan également même des émotions. Je me rappelle d'une des scènes à Bobo, je pense que c'était là-bas lors d'une rencontre, il a carrément expliqué aux jeunes qu'ils doivent faire attention par rapport aux sorties politiques parce que quand les responsables politiques font les accords, les jeunes ne sont pas appelés. Seulement quand ça se gâte, on vient leur dire de sortir et d'aller dans les rues. Il était dans son fief. C'est des choses, c'est des approches comme ça qui parlent aux jeunes. C'est des appels à l'éveil et au réveil maintenant de ces jeunes pour qu'ils puissent également faire montre de plus de responsabilité dans ce qu'ils faisaient. Donc, Ahmed Bakayoko était une chance extraordinaire pour une Côte d'Ivoire multi-ethnique comme elle l'a toujours été, une Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. Et très souvent, on parle des institutions, mais moi, je reste de plus en plus persuadé qu'on a plus besoin d'hommes de contact, d'hommes en tout cas en qui on a confiance, que d'institutions en tout cas fortes. Ahmed Bakayoko était une institution à sa manière et sa disparition, je pense que ça va marquer fortement l'idéal de réconciliation de ce pays. Tiambel Gimbaera, Ahmed Bakayoko, c'était une sorte de trait d'union entre le pouvoir et l'opposition. Il avait la possibilité, comme on a pu le voir et selon de nombreux témoignages, de rassembler les différentes parties malgré leurs désaccords. Oui, tout à fait. Ahmed Bakayoko incarnait aussi cette confiance, ce dialogue, ce trait d'union entre une Côte d'Ivoire déchirée, Maître le rappelait tantôt. On le voyait dans cette image à l'interpellation du président
Gbagbo, et on le voit encore, celui qui reçoit en premier le coup de fil de Gbagbo quand ce dernier veut retourner, quelque sorte, malgré son parcours, sa situation politique, c'est l'homme qui transcendait son camp et qui pouvait mettre en confiance l'autre parti, malheureusement parti très tôt, à 56 ans, ainsi va la vie. Donc vraiment, il laisse un vide en Côte d'Ivoire de ces hommes-là qui se sont faits eux-mêmes, qui ont eu un parcours exceptionnel, qui ont la confiance de la jeunesse et qui peuvent rapprocher deux frères ennemis. Et donc, ces hommes-là ne sont pas du tout, c'est pas à tous les coins de rue qu'on peut les rencontrer. Et Ahmed Bagayoko avait cette âme-là, il avait cette vibration, il avait cette positivité qu'il communiquait sur la scène politique ivoirienne. Docteur Bouanissé, lorsque la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été officialisée, il y a eu à Séguéla des réactions violentes de jeunes qui ont eu du mal à digérer. Est-ce que pour la suite, ça laisse penser qu'il pourrait y avoir encore des incompréhensions? Non, il n'y a pas d'incompréhension. Vous savez que la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko a choqué plus d'un. Nous avons été tous sous le choc. Et Séguéla, c'est la ville natale du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc c'est tout à fait normal que ces jeunes-là soient dans leur état de choc et de désarroi, essaient d'exprimer un peu leur mécontentement. Mécontentement, pas par rapport à une certaine situation, mécontent parce qu'ils venaient de perdre un leader, parce qu'ils venaient de perdre leur espoir en tant que jeunes de Séguéla. Mais il aurait reproché d'avoir quand même cassé et pillé. Bon, je peux dire que c'est, comme on le dit dans chaque mouvement, il y a des éléments incontrôlés. Ce ne sont pas tous ceux qui sont dans la rue qui sont en train d'exprimer leur mécontentement ou bien leur ras-le-bol face au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui sont en train d'accuser qui que ce soit. Non, il y a des éléments incontrôlés qui profitent de chaque mouvement, qui profitent de chaque action posée par des personnes ayant de bonnes intentions pour pouvoir s'aimer des actions qui ne sont pas à féliciter. Donc pour nous, il n'y a pas de problème à la demeure, il n'y a pas péril à la demeure, puisque le président de l'Assemblée nationale, originaire aussi de Séguéla, le président Amadou Soumaoro, a appelé au calme. Et l'un des députés, membre du RHDP, l'honorable Alpha Yaya, a été également à Séguéla pour pouvoir échanger avec ces jeunes. Il faut aussi comprendre qu'il y a de la manipulation. Il y a certains politiciens tapis dans l'ombre à l'extérieur qui essaient de manipuler un certain nombre de jeunes pour faire croire que les populations, que la jeunesse ivoirienne est mécontente ou accuse un certain nombre de personnes d'avoir été à la base de la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et donc il ne faut pas oublier aussi l'action de ces manipulateurs. Mais comme d'habitude, toutes leurs actions de manipulation ne pourront prospérer. Saïd Penda, beaucoup de choses ont été dites ou bien continuent de se dire. Quels enseignements tirer de cette cartographie qui se dessine, surtout que ce deuil survient quasiment au moment où le pays était en train de boucler les élections législatives? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, revenir un peu sur les événements de Séguéla pour dire que, bon, ce serait intéressant de ramener ces événements quand même à leur juste proportion. Il y a eu quelques escarmouches, mais c'était très, très limité. Il n'y a pas eu de véritable mouvement de foule dans Séguéla. Et quand on parle, par exemple, des pillages et des incendies, il n'y a pratiquement pas eu. De ce jour, des gens, quelques jeunes, j'ai personnellement certaines des vidéos qui ont été tournées sur cet événement-là. Il y avait au fond quelques dizaines de jeunes, pas plus de ça ne fallait pas une dizaine de personnes. Et c'est alors c'est entrecoupé,
Donc c'était vraiment, il faut amener ça à sa juste proportion. À juste proportion. Maintenant, vous demandez quelles peuvent être les conséquences des institutions fort prochaines. Nommer un nouveau reconduit à ce poste-là. Maintenant qu'il n'est plus vivant, le président de la République va nommer un nouveau Premier ministre. Dès le début de la semaine prochaine et dans la foulée, on va assister à la formation d'un nouveau gouvernement. Donc il n'y aura pas de perturbation en tant que telle à la fois sur le climat politique, tout comme sur le fonctionnement des institutions. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de véritable péril en la demeure. Mais la charge émotionnelle de cette disparition, de cette perte, est très forte. Et le président de la République, on l'a vu lui-même personnellement, quand il est allé accueillir le corps d'Ahmed Bakayoko à l'aéroport, il est très, très affecté émotionnellement. Vous savez, ce n'est pas les jours qu'on perd deux premiers ministres en l'espace de mois. Donc, Koulibaly, c'était plus que des simples collaborateurs pour lui, c'était des membres de sa famille et qui le considéraient comme un père. Il ne perd pas que des collaborateurs, il perd des membres de sa famille, des enfants à lui. Donc émotionnellement, ça va être mais le plan du fonctionnement des institutions, c'est quand même assez stable. Absolument, absolument, Saïd Penda. Évidemment, on a vu sur les images, et vous l'avez souligné tantôt, un président effondré, le président Alassane Ouattara effondré au moment de l'accueil de la dépouille de son premier ministre, qu'il appelait son fils, qu'il appelait mon fils, justement pour qui il avait une grande affection et avec qui à qui il était très attaché. Maintenant, il y a aussi la cartographie des législatives. Dr Brou Anissé, par rapport à 2016, le RHDP, qui reste certes un grand parti politique, a perdu la majorité des 2/3, même si le parti reste majoritaire avec plus de 130 députés. C'est quand même un signe de fébrilité. Non, pas signe de fébrilité. Nous ne pensons pas avoir régressé, puisque il faut savoir qu'en 2016, quand on dit que nous étions allés en RHDP, nous avions à nos côtés le PDCI RDA en tant que parti politique. C'est vrai, certains cadres du PDCI sont partis, mais notre score en tant que tel n'a pas régressé, puisque au niveau des nombreux indépendants, il y a plusieurs de nos cadres qui ont gagné en tant qu'indépendants et qui sont en train de regagner la maison RHDP. Et nous estimons que d'ici la rentrée parlementaire prévue pour la première semaine du mois d'avril, nous pourrons, avec le retour de nos cadres qui ont gagné en indépendant, pouvoir obtenir cette majorité. Mais par rapport à 2016, le RHDP n'a pas régressé, mais c'est plutôt le PDCI qui s'est retiré du RHDP qui a fait un bien mauvais score. Alors, le PDCI, évidemment, a fait un mauvais score par rapport au RHDP, puisque le PDCI n'a obtenu, si je ne m'abuse, que... Par rapport au nombre de députés qu'ils avaient dans l'ancienne législature. Oui, c'est bien compris, sauf que, là, il y a quand même que le RHDP a perdu la majorité des 2/3. Saïd Penda, ça devrait redessiner la cartographie du gouvernement pour les jours à venir. Alors on a quelques soucis de réception, de liaison téléphonique avec Saïd Penda qu'on va retrouver tantôt. Mais Tiambel Guimaera, est-ce qu'il est possible de maintenir, lorsqu'on regarde la configuration politique, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs, est-ce qu'il est possible pendant longtemps de maintenir cette position de quasi-monopole?
Le monopole est difficile sur l'échiquier politique aujourd'hui parce que nous assistons à une mutation des forces, une montée progressive de la nouvelle génération qui gagne du terrain, qui va confronter l'établissement politique un peu partout en Afrique. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette vision ou à cette progression de la nouvelle vague montante jeune qui n'a pas foi aux yeux, qui va titiller l'échiquier politique, les anciens de la classe pour pouvoir les arracher, le contrôle et la gestion. La prédisposition en Côte d'Ivoire nous renvoie à ce schéma, effectivement. Nous avons eu un RHDP qui a gagné le scrutin présidentiel, mais qui a eu du mal à pouvoir se tailler une majorité, ne serait-ce que cette disposition stratégique en indépendant. Maintenant, elle peut rabattre de la main gauche ce qu'elle a perdu de la main droite dans les alliances politiques avec le PDCI-RDA. Le RHDP a perdu des alliés, quelques alliés. D'autres se sont présentés indépendamment pour revenir à la case de départ, à la maison. C'est en quelque sorte une recomposition. Mais est-ce que cette recomposition va résister face aux alliances politiques du camp d'en face, de l'opposition d'en face? C'est toute la question qu'il faut se poser sur l'avenir du gouvernement, sur le combat politique, sur la configuration même de la chaîne politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, pour l'instant, on est en plein deuil et donc d'abord dans le recueillement, puisqu'il va falloir porter en terre dans la dignité le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Maître Abdourahmane Touré. Ça laisse penser quand même, lorsqu'on voit ces résultats qui sont certes favorables au RHDP, ça laisse penser qu'il faudrait tenir compte des bruissements, des avis, des positions des adversaires politiques, même si on n'est pas toujours d'accord. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une autre question fondamentale qui est liée à la disparition de M. Ahmed Bakayoko et qui a été évoquée mais non traitée suffisamment parce que de l'extérieur, nous, ce qui nous revient en termes d'information, et si on met ça en rapport avec ce qui s'est passé tout à l'heure là où il y a eu les manifestations, je pense que c'est... À Séguéla. Vous voulez le nom de la ville? Exactement. Donc, il y a de plus en plus de soupçons, des théories du complot compte tenu de la fréquence de disparition de personnalités de haut niveau. Donc, à l'interne, déjà, moi, je pense que c'est des indices qui peuvent constituer des facteurs de fragilisation interne, non seulement du côté du RHDP, mais également du côté en tout cas du côté du camp de Ahmed Bakayoko, parce que culturellement, en Côte d'Ivoire, il y a un grand respect pour les morts. Quand on accueille une personne de cette envergure et qu'à l'issue de la venue de son corps, et qu'il y ait des manifestations, même si il n'y a pas eu de débordement majeur, ça interroge quand même, parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a un complot quelque part qui pourrait être à la base de cette disparition douloureuse de Ahmed Bakayoko. Donc il ne faut pas négliger ces genres de perception qui peut avoir également une incidence en termes de mobilisation, en tout cas des troupes pour les échéances futures. Je n'ai pas une bonne maîtrise de l'actualité de la vie des partis politiques en Côte d'Ivoire, et donc je préfère vraiment m'en tenir à cela pour ne pas raconter des choses que je ne maîtrise pas du tout. C'est bien noté, Maître Abdourahmane Touré. On est en train de conclure la première partie de cette émission consacrée à la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, un triste destin, un homme qui était sur une voie royale, qui avait un boulevard, selon de nombreux observateurs, qui l'aurait probablement conduit à la présidence de la République s'il était en vie, mais ce destin justement n'a pas été celui qui était perçu, celui dont il rêvait. Ahmed Bakayoko sera enterré dans sa ville natale jeudi à Séguéla, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour en parler, eh bien, nous avons eu le docteur Brouanissé, qui est un jeune cadre du RHDP, mais également Saïd Penda, journaliste d'investigation, spécialiste du Mali, avec qui nous avons eu quelques problèmes de liaison téléphonique. Et nous poursuivons, bien entendu, sur
la situation au Mali où désormais eh bien, la transition semble être en tout cas sur la bonne voie, puisque le président Bandao a commencé à renouer contact avec certains partenaires, notamment l'Algérie. Mais avant d'en venir à ce sujet, il faut noter que la justice a rendu une décision qui a interrogé de nombreux observateurs, notamment l'abandon des charges contre le général Ahmadou Aya Sanogo, tombeur d'ATT en 2012. On fait le point sur ce sujet avant, bien sûr, de continuer, surtout sur le sujet qui concerne la visite du président Bandao en Algérie. Bandao, le chef de l'État malien, est arrivé en Algérie accompagné d'une forte délégation composée notamment de 4 ministres. Zeni Moulay, le patron de la diplomatie malienne, le colonel Sadio Camara, en charge de la défense et des anciens combattants, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et Alhamdou Iliane, en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le président Bandao a été accueilli par le premier ministre algérien Abdelaziz Djirad, et après les civilités d'usage, les deux personnalités ont suivi l'exécution des hymnes nationaux, passé en revue les détachements militaires avant d'échanger dans le salon d'honneur et de l'aéroport. Après son installation dans sa résidence, le président de la transition a rencontré les représentants de la communauté malienne vivant en Algérie. Dans son intervention, l'ambassadeur du Mali en Algérie, Mahaman Amadou Maïga, a indiqué que les Maliens résidant en Algérie ont bénéficié de beaucoup de privilèges par rapport aux immigrés d'autres pays en raison de la Convention sur la libre circulation entre le Mali et l'Algérie. Il a par ailleurs souligné que le Mali occupe la première place des pays auxquels l'Algérie accorde des bourses dans divers domaines: enseignement supérieur, sport, formation professionnelle, défense et sécurité. Le représentant du Conseil de base des Maliens d'Algérie, Al-Husseini Camara, a énuméré quelques difficultés auxquelles ses concitoyens sont confrontés, telles que l'obtention de la carte de séjour en Algérie et de la carte NINA, ainsi que des logements sociaux, sans oublier les difficultés d'envoi des fonds et de rapatriement des corps au Mali. En réponse, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a rappelé que la transition a pour mission d'instaurer la sécurité et d'assurer le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire. Dans son intervention, le président Bandao a invité ses compatriotes à respecter les lois du pays d'accueil. Sur les préoccupations soulevées, Bandao a demandé à tout le monde de retrouver l'hymne national du Mali, un peuple, un but, une foi, debout sur les remparts, a-t-il cité. Le président Ndao sera ensuite reçu par son homologue Abdelmadjid Tebboune, avec qui il déjeunera. Lors des différentes rencontres, il a été question de la relance du Conseil d'affaires algéro-malien, de défense et de sécurité et de la situation des Maliens vivant dans les 58 wilayas de l'Algérie. Bandao en Algérie, il fallait mettre Abdelrahman Touré réchauffer l'axe Bamako-Alger pour donner une chance de reconquête de l'ensemble du territoire, surtout dans le nord où certains groupes terroristes sont en activité. Oui, effectivement, je pense que vous l'avez si bien dit, il fallait réchauffer les liens séculaires entre l'Algérie et le Mali qui partagent plus de des milliers de kilomètres, en tout cas en termes de frontières. Et puis l'Algérie joue un rôle central dans le processus de la mise en œuvre de l'accord issu des négociations d'Alger. Le dernier CSA, le comité de suivi de l'accord qui vient de se tenir plutôt à Kidal, avait été présidé en tout cas par le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Donc il fallait se retrouver un minimum pour essayer de faire un peu le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Également réchauffer les relations sur les mécanismes opérationnels sur le plan sécuritaire qui existent entre le Mali, le Niger, la Mauritanie et l'Algérie, compte tenu de la communauté de
leurs frontières. Donc, l'un comme dans l'autre, je pense que c'était une visite officielle où il fallait réchauffer les liens sur le plan diplomatique. Maintenant, il y a l'autre versant de la question, c'est vraiment la question beaucoup plus interne par rapport aux acteurs maliens, surtout la société civile malienne, qui de plus en plus a des réticences par rapport à cet accord d'Alger, en tout cas soutenu par la communauté internationale, et qui pose beaucoup de difficultés tant en termes de compréhension qu'en termes également de mise en œuvre, parce que au plan local comme au plan national, l'accord pose des problèmes. Au plan local, les communautés sédentaires qui ne se retrouvent pas dans l'idéologie séparatiste se sentent lésées au profit des groupes armés non représentatifs. Donc ça crée une forme de communautarisation dans le nord du Mali où chaque communauté se met dans une tranchée et attend sa tranche, bien sûr. Et au plan national, on voit à travers cet accord d'Alger quand même un schéma de réorganisation institutionnelle qui amène à une partition du pays. À minima, on transformera ce pays en un confetti de régions à cheval sur des frontières purement linguistiques. Donc voilà les deux angles du problème, et la visite en Algérie me paraît moins importante que les difficultés de compréhension et de mise en œuvre de l'accord au plan local, quelle que soit la qualité des liens avec l'Algérie et des autres partenaires, tant que les Maliens eux-mêmes, sur le plan local et le plan national, ne se comprennent pas sur cet accord-là, il va être difficile qu'il soit mis en œuvre, même s'il y a la bénédiction et l'accompagnement de l'Algérie. L'accord d'Alger qui a, et vous l'avez mentionné, difficilement été appliqué sur le terrain. Il y a eu dans la foulée de ce déplacement en Algérie une décision de justice qui a justement poussé à des réactions, notamment des associations de défense des droits de l'homme. Elle concerne l'abandon des charges contre le général Ahmadou Aya Sanogo dans l'affaire des bérets rouges tués en 2012. Tiambel Gimbaïra, est-ce que cette décision vous paraît justement en phase avec le processus de réconciliation mis en place? En tout cas, ce qui est évoqué par la Cour d'appel de Bamako, c'est l'application de la loi d'entente. Et là, je parle sous le contrôle de Maître, un homme de droit qui est averti de cette question-là. C'est le facteur évoqué pour élargir Ahmadou Aya Sanogo et ses co-accusés. Mais quelle image renvoie-t-on, quel symbole renvoie-t-on par rapport à une procédure qui a été entamée depuis 2013, le 26 novembre 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, Ahmadou Aya Sanogo avait été arrêté pour avoir été impliqué avec 15 autres co-accusés dans le meurtre de 21 bérets rouges. On a eu une cour d'assises entre-temps, certainement qu'il y a eu quand même 7 ans d'incarcération, de détention préventive. Et on a eu également aussi quand même une cour d'assises à Sikasso qui a ouvert et ensuite qui a été suspendue pour des expertises, et on n'est jamais revenu devant pour creuser l'abcès. On est allé vers un arrangement entre les deux parties, l'État malien et la partie des parents des victimes. Pas tous quand même, parce qu'une victime continue à vouloir mener le procès à bon terme. Un arrangement à l'amiable pour des règlements pécuniaires avec des subsidies pour taire l'affaire. Et la loi d'entente réjaillit aujourd'hui lors du procès pour vider cette affaire complètement. Finalement, Ahmadou Aya Sanogo, qui a enfreint à un article de notre Constitution nationale, à savoir un coup d'État qui est un crime imprescriptible, ne va pas être poursuivi, et qui est confronté devant une cour d'assises impliquée dans un meurtre de 21 personnes, 21 bérets rouges, et dans d'autres crimes qui ont été avoués par une des victimes, notamment Amina
Soumaré qui l'accuse de viol, je parle entre guillemets, même si dans ce groupe-là, certains pouvaient être libérés, mais la justice n'a pas été dite, le droit n'a pas été dit, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme renvoie dans les cordes d'une situation de précédence, de sans précédent au Mali. Donc on s'interroge par rapport à tout cela et surtout l'image et la symbolique que cela peut envoyer aujourd'hui dans le Mali qui a besoin de paix, de réconciliation, de reconstruction, mais sur une justice. On ne peut pas reconstruire un pays sans justice. Maître Abdourahmane Touré, on ne commente pas les décisions de justice, mais comment arriver à comprendre une telle décision? Ouais, merci beaucoup. Je pense que votre question elle est très bien posée parce que en tant qu'avocat, en tout cas des inculpés, moi je ne peux que me réjouir de cette décision, même si elle pose beaucoup de questions. Je pense que l'approche pédagogique que vous avez suggérée est la bonne. Cette affaire, elle est à sa 3e séance d'assises depuis les arrestations en novembre 2013. On avait eu une première assise qui avait été organisée en 2016, en novembre 2016 à Sikasso. Et cette assise a été avortée parce que les expertises n'étaient pas bien faites. Il était impossible de relier, en tout cas, les ossements recueillis à telle ou telle personne. Donc, on ne savait pas exactement, il n'y avait pas de fiabilité par rapport à l'expertise. Donc, l'affaire avait été renvoyée pour complément de cette expertise-là. En 2019, il y a une seconde assise également qui avait été convoquée vers la fin de cette année-là. Malheureusement, cette assise également n'a pas pu se tenir parce qu'à l'époque, il y avait des difficultés compte tenu du rang de certaines personnes qui étaient inculpées, mais qui étaient dans le gouvernement, notamment le ministre de la Défense, Daïrou Dambélé. Donc, quand il avait été nommé ministre de la Défense, il faut reconnaître qu'il avait quand même réussi à réarmer moralement les troupes et l'armée malienne commençait à monter en puissance et les soldats de terrain se reconnaissaient en lui. On voyait pour l'une des rares fois un militaire, en tout cas, qui était capable de faire bouger les troupes et de faire les choses convenablement. Donc, l'interpeller, rompre son travail pour l'amener directement aux assises, ça allait créer des troubles au sein de l'armée. C'est l'une des raisons pour lesquelles également l'affaire avait été repoussée. Finalement, on est à la 3e séance d'assises au mois d'avril 2021. Lors de cette assise-là, on s'est appuyé sur la loi d'entente nationale qui avait été votée en 2019. Et cette loi également, son origine, elle vient de la conférence d'entente nationale qui a été organisée en 2017. Lorsqu'on est sorti de la crise, le Mali a organisé une conférence d'entente nationale. Il a été décidé d'élaborer une charte pour la paix et l'unité nationale. Et cette charte également avait suggéré la mise en place d'une loi d'entente nationale qui prévoit 2 choses fondamentalement: procéder à l'exonération, en tout cas de certains auteurs par rapport à des crimes et à des délits qui rentrent dans le cadre du code pénal, et de l'autre côté, mettre en place des mesures d'indemnisation et des mesures d'apaisement. Donc, c'est une loi d'équilibre qui a été votée et cette loi prévoyait effectivement l'exonération des poursuites qui rentraient dans le cadre des événements de 2012. Et la mutinerie dont il est question, l'attaque entre Béret Rouge et Béret Vert, fait partie des événements liés à la crise de 2012 et tombe donc dans le champ d'application de la loi d'entente nationale. Et les juges, maintenant, nous avons soulevé devant les juges l'existence d'une loi d'entente nationale qui exonère ses fins et qui donne la possibilité de réparation aux victimes. Il y a un protocole d'accord qui est intervenu entre le gouvernement et les 23 représentants des victimes qui ont été totalement indemnisés. Les victimes ne sont même pas venues à l'audience. Leurs avocats à la barre ont effectivement soutenu qu'il y a eu une transaction conformément à l'esprit même de la loi d'entente nationale, qu'eux, ils n'en demandent pas plus. Donc, qu'est-ce que le juge pouvait faire autre? Le ministère public même, en charge de l'application de la loi, a requis dans le sens de l'exonération en disant que la loi, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la loi, elle est en tout cas en vigueur et l'office du juge, c'est de répondre à la loi. Donc, les juges ont constaté l'exonération des poursuites et ont relaxé les inculpés des fins de la poursuite parce que c'est une loi d'amnistie. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et Campbell a évoqué, peut-être dans les propos, c'est passé de manière inaperçue, mais ça fait le buzz sur les réseaux, le cas de Madame Amina Soumaré, qui se présente comme victime partie civile qui aurait fait l'objet d'un viol. À titre de mémoire, lorsque à la cellule de citation à l'audience du 30 novembre 2016 à Sikasso, Madame Amina Soumaré, qui aujourd'hui se présente comme étant partie civile, elle était citée comme témoin.
Donc, son nom apparaît au rang des témoins, au deuxième nom comme témoin. Il y avait 23 parties civiles. Donc, elle était à Sikasso pour aller témoigner. Entre l'assise de Sikasso et l'assise de Bamako, elle se retrouve convertie maintenant en partie civile. Donc, elle n'est pas militaire, elle n'est pas femme de militaire, elle n'est pas mère de militaire, elle n'est pas parente de militaire, c'est une civile qui s'est retrouvée dans une affaire entre militaires. Et lorsqu'elle a été judiciarisée, elle passe de statut de témoin à statut maintenant de partie civile. Donc nous, on a soulevé à la barre que sa constitution de partie civile nous paraît assez trouble et incompréhensible. C'est vrai qu'on peut se constituer partie civile jusqu'à la barre, mais lorsqu'on démarre la procédure comme témoin et qu'on vienne à la barre se faire passer pour une partie civile, nous estimons qu'à ce stade de la procédure, ça ne peut pas passer. Parce que toutes les victimes, les 23 victimes étaient regroupées dans le cadre d'un collectif. Ils étaient appuyés par les organisations de défense des droits humains et par d'autres avocats privés. Et ils ont fait le protocole d'accord, mais madame n'a pas été prise en compte parce qu'elle ne faisait pas partie des parties civiles. Vous savez, lorsqu'on rentre souvent dans les salles de tribunaux et les juridictions, on peut changer de veste ou de position en fonction de la circonstance. Quand une dame dit qu'elle a fait l'objet d'un viol, c'est une accusation suffisamment grave pour qu'on la prenne au sérieux. Donc c'est pour cette pudeur et cette raison que les avocats, pour la plupart, se sont abstenus de commenter, mais il y a beaucoup de non-dits dans le cadre de cette dame qui est passée du statut de témoin à statut de partie civile, sans pour autant vraiment rentrer dans ces questions relatives à la femme et à l'intégrité et à la dignité de la femme. Nous estimons en tant qu'avocats que sa constitution de partie civile à ce stade de la procédure est assez étrange compte tenu de son parcours judiciaire et de son mode d'intervention dans cette procédure. En tout cas, voilà comment il faut comprendre cette loi d'entente nationale. Quel que soit ce qu'on peut reprocher à la loi, les juges ont estimé qu'elle est en vigueur et qu'il importait de l'appliquer. Ce sont des explications très claires. Thiambel Guimbayara, il y a en tout cas matière à espérer que, vu qu'il y a eu justement un accord tel qu'expliqué par Maître Abdourahmane Touré, eh bien, qu'il va y avoir pour la suite davantage d'apaisement, vu que les familles, au titre de la loi, ont obtenu réparation. Oui, le contexte et la situation renvoient quand même à un certain nombre d'éléments. Nous sommes dans le cadre d'assises. Et des assises, on se retrouve devant une cour d'appel pour vider un jugement. 3 assises, Maître le citait. De ces 3 assises-là, on va vider devant une cour d'appel. Maintenant, nous sommes en justice. Dans le cadre de la justice, si un procès commence, il faut un verdict pour le sanctionner. Et si on mêle réconciliation nationale avec procédure judiciaire, on en sort par un arrangement à l'amiable, avec une rétribution aux victimes. On met marchandage et sous rétribution. Je ne vois pas quelle image on veut renvoyer. Mais Maître Abdourahmane Touré, oui, Maître Abdourahmane Touré, on vous entend s'ouvrir un peu. Excusez-moi. Oui, non, mais vous en avez le droit. Vous avez certainement, enfin, vous avez perçu la subtilité de l'intervention de Thiambel Guimbayara, mais ça pourrait quand même, sans en dire davantage, poser des questions sur certains comportements de la justice. Oui, mais moi je pense que, vous savez, est-ce qu'on peut juger, moi je répondrai à votre question par une question, est-ce qu'on peut juger la justice pour avoir procédé à l'application d'une loi? Quand on sait que l'office du juge, c'est de répondre à la loi, c'est d'obéir à la loi. Donc il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, c'est pas le juge qui vote la loi. Les juges sont en charge d'appliquer la loi. Quand une loi est en vigueur et vient devant les juges ne peuvent qu'appliquer la loi. Donc, est-ce qu'on peut juger la justice malienne d'avoir procédé à l'application d'une loi votée par l'Assemblée nationale et promulguée et qui est dans l'ordonnancement juridique malien?
Peut-être que le choc de ces choses-là peut faire qu'on ait des positions. Moi, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de débat, ça vous l'avez senti dans mes propos. Absolument. Mais la question ne se situe pas au niveau de la justice. La question se situe au niveau de la fabrique des lois. Et cela relève du domaine de la politique. Les lois ont été initiées par des autorités politiques qui l'ont fait passer par l'Assemblée nationale qui a voté cette loi et la justice ne peut que l'appliquer. Donc, de mon point de vue en tant qu'avocat, comprenez que je comprenne ce que Tchambel évoque, mais que je ne puisse pas le suivre dans ce débat et je ne souhaiterais vraiment pas sortir de l'aspect purement technique de ce débat pour dire à Tchambel simplement que ce qui s'est passé à la Cour d'appel, c'est la chambre, c'est les assises également qui étaient hébergées aussi à la Cour d'appel. Donc, ce n'est pas la Cour d'appel, mais ce sont les assises également à ce niveau. Donc, je préfère vraiment m'en tenir aux aspects purement techniques de cette affaire et laisser Tchambel libre cours de vraiment faire toutes les interprétations qui lui semblent bonnes. Cette affaire, la justice a mis fin à cette affaire, mais elle n'a pas mis fin au débat et les débats sont toujours intéressants. Les débats sont toujours intéressants et ils sont ouverts. On a en tout cas été très heureux d'avoir sur ce dossier des explications limpides, mais également le regard avisé de Tchambel Guimbaera, qui, on le rappelle, est un habitué de cette émission, de la Tribune du mardi. On aura en tout cas plaisir à vous retrouver pour d'autres rendez-vous et pour, bien entendu, débattre de la situation au Mali. On rappelle que nous étions avec Maître Abdelrahman Touré, qui est avocat à Bamako, au Mali, Tchambel Guimbaera, journaliste, éditorialiste du journal La Voix du Mali. Il y a eu également en première partie des interventions du docteur Brouanissé, cadre du RHDP, et de Saïd Penja, journaliste d'investigation, spécialiste du Mali et de la Côte d'Ivoire. On a évoqué en première partie le deuil qui frappe la Côte d'Ivoire et la situation sociopolitique après la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko et bien sûr la réconciliation nationale en route au Mali après bien sûr cette décision de justice que Maître Abdelrahman Touré a commenté et expliqué, enfin a expliqué pour une meilleure compréhension. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et télévision. Très bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine internationale.